Ma propre mère m'a dit, on souhaite que tu ne sois jamais née. Elle a dit cela lors de mon dîner de remise de diplôme. Le dîner que j'avais payé. Après cette déclaration, un silence de mort s'est abattu sur toute la table. Mes professeurs étaient là. Mon nouveau patron était là. Et face à cette haine pure, je me suis tenue droite et j'ai dit, considérez-moi comme si je n'avais jamais existé. Vivez vos vies comme s'il n'y avait jamais eu de fille nommée Garance. Toute la soirée s'est figée. Je m'appelle Garance, et à 27 ans, j'étais assise dans la salle privée du restaurant le plus cher de Lyon, le Phare de Lyon. Un endroit au sommet d'une tour, où les lumières de la ville s'étalaient sous nos pieds comme un tapis de bijoux. C'était censé être ma victoire. J'avais organisé cette soirée pour célébrer l'obtention de mon MBA, mon master en administration des affaires, d'une des plus grandes écoles de commerce. J'avais tout payé. Chaque centime d'euro. Le repas en 10 services, le champagne millésimé qui coûtait plus cher que mon premier loyer, la salle privée avec vue sur Fourvière. J'avais fait tout cela dans l'espoir désespéré que, pour la première fois de ma vie, mes parents me regarderaient avec fierté. À l'intérieur, je ne fêtais pas un diplôme. J'attendais un verdict. Toute ma vie avait été une longue, épuisante audition pour le rôle de la fille dont on peut être fier. J'avais une nausée de trac, une boule dans l'estomac que le champagne ne parvenait pas à dissoudre. Mon nouveau patron, Monsieur Vasseur, un homme imposant au grand cœur, venait de lever son verre. À Garance, avait-il dit, sa voix résonnant dans la salle. Son analyse stratégique nous a déjà fait économiser une fortune. Nous avons de la chance de l'avoir. Mes professeurs, le docteur Martin et Madame Lefebvre, ont applaudi poliment, ajoutant des éloges sur ma thèse. J'ai jeté un regard furtif vers mes parents. Ma mère, Béatrice, souriait. Un sourire fin, social, parfaitement maîtrisé. Mon père, Arnaud, hochait la tête, l'air grave. Même ma sœur, Ophélie, avait levé les yeux de son téléphone. Alors que les applaudissements s'éteignaient, ma mère, Béatrice, s'est penchée vers moi. Son parfum cher flottait au-dessus de la table. Son sourire était aussi fin et froid qu'une lame de rasoir. Ton père et moi étions justement en train de discuter, a-t-elle murmuré. Sa voix était basse, confidentielle, mais elle a tranché le bruit des verres de cristal. Et puis, elle a prononcé la phrase. La phrase qui allait tout changer. Nous souhaitons que tu ne sois jamais né. L'air a disparu de la pièce. Le temps s'est arrêté. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Le silence était total, si profond que je pouvais entendre le battement de mon propre cœur. Ophélie a baissé les yeux, soudain fascinée par ses ongles parfaitement manucurés. Mon patron et mes professeurs semblaient avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Avant que nous plongions dans cette folie et croyez-moi, c'est de la pure folie, j'aimerais prendre une seconde pour me connecter avec vous. Assurez-vous d'aimer cette vidéo si vous sentez que cette histoire va vous toucher, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Dites-moi dans les commentaires depuis quel coin du monde vous m'écoutez aujourd'hui. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire voyage. Dans ce silence assourdissant, dans ce moment de pure dévastation, j'ai fait la seule chose à laquelle personne ne s'attendait. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire de bonheur. Oh, non. C'était le sourire d'une prisonnière qui vient d'entendre le mur de sa cellule s'effondrer. Le sourire de quelqu'un qui comprend enfin que ses chaînes ne sont plus attachées à rien. Parce qu'à cet instant précis, j'ai enfin compris qui ils étaient. J'ai compris ce qu'ils avaient fait de moi. Et j'ai su, avec une certitude absolue, ce que j'étais sur le point de devenir. Pour comprendre ce sourire de libération, vous devez d'abord comprendre les 27 années de prison. Vous devez comprendre le silence dans lequel j'ai grandi. Pour comprendre mon sourire ce soir-là, vous devez comprendre le silence de ma famille. Ce n'était pas un silence vide. C'était un silence lourd, encombré. Un silence rempli de toutes les choses qu'on ne m'a jamais dites, et débordant de tous les éloges qu'on n'a jamais cessé de faire à ma sœur, Ophélie. Je m'appelle Garance. Ma sœur, de 2 ans ma cadette, s'appelle Ophélie. Dans la famille, l'amour était une conversation à laquelle je n'étais jamais invitée. J'étais simplement la technicienne de surface émotionnelle,
celle qui s'assurait que les lumières restaient allumées pour que tout le monde puisse admirer la star. Il existe une seule preuve que j'ai un jour été aimée. Une vieille photographie sur le bureau de mon père, Arnaud. J'ai 2 ans. Je suis juchée sur ses épaules, mes boucles brunes en désordre. Il lève les yeux vers moi, son visage fendu d'un sourire immense et sincère. Ma mère, Béatrice, se tient à côté, sa main sur son bras. Elle rit. Nous ressemblons à une famille parfaite, le genre de photo qui vient avec le cadre. Cette photo a été prise avant l'arrivée de la vraie fille. Ophélie est née, et elle était parfaite. Des cheveux blonds, des yeux bleus, un charme qui faisait fondre tout le monde. Elle était l'artiste, le prodige. Ma mère, Béatrice, qui tient une petite boutique de décoration intérieure, se voyait en elle. Ophélie était le reflet de son propre sens de l'esthétique, son chef-d'œuvre. Mon père, Arnaud, un expert comptable obsédé par le statut social, voyait en Ophélie un bijou, un symbole de réussite qu'il pourrait exhiber. Et moi? J'étais Garance. Pratique. Fiable. Intelligente. J'étais utile. Mon rôle a été défini très tôt. À l'âge de 10 ans, j'ai remporté le concours d'éloquence de la région. C'était une grande victoire pour moi. J'ai couru à la maison, mon petit trophée en plastique serré dans ma main, mon cœur battant à tout rompre. J'avais besoin qu'il me voie. Juste une fois. Je suis entrée en trombe dans le salon. Mes parents étaient là, avec Ophélie, qui avait 8 ans. Ils étaient en admiration devant un gribouillis qu'elle venait de faire. Un dessin de robe, avec des proportions impossibles et des couleurs criardes. Maman! Papa! Regardez! J'ai tendu mon trophée. Ma mère a levé les yeux, un éclair d'agacement dans le regard. Oh, c'est bien, Garance. Très pratique. Ça te servira pour tes études. Puis elle s'est retournée vers ma sœur. Regarde ce qu'Ophélie a fait. N'est-ce pas magnifique? Elle a une véritable âme d'artiste. Mon père a hoché la tête. Une vraie artiste, celle-là. Pratique. Le mot était lâché. J'ai regardé mon trophée. Il semblait soudainement gris et stupide. Cette nuit-là, je ne l'ai pas mis sur mon étagère. Je l'ai glissé sous mon lit, hors de vue. J'ai compris la règle du jeu. Dans cette maison, utile était une malédiction. Jolie était une bénédiction. J'étais maudite. Mes accomplissements étaient silencieux. J'ai appris à réparer un robinet qui fuit, à remplir la déclaration d'impôt de mes parents avant d'avoir 15 ans, à négocier avec les fournisseurs d'accès Internet quand la facture était trop élevée. Ma compétence silencieuse était juste, attendue. C'était comme l'air. On ne la remarquait que lorsqu'elle venait à manquer. Ophélie, elle, apprenait à dessiner. Elle apprenait à choisir des tissus. Ses croquis couvraient la table du salon, et mes parents appelaient ça la création. Mes 18/20 en maths étaient juste normaux. J'ai appris à enterrer mes réussites. J'ai appris à devenir invisible, espérant que si je ne faisais pas de vagues, peut-être qu'un jour, ils me remarqueraient pour ce que j'étais. Mais je ne savais pas encore qu'ils avaient un tout autre plan pour moi. Ils avaient trouvé un moyen de transformer mon utilité en un outil. Un outil puissant pour servir la beauté d'Ophélie. Le fardeau financier n'allait pas tarder à commencer. La première fois qu'ils m'ont prise pour une banque, j'avais 16 ans. J'avais trouvé un travail à la boulangerie du coin. Tous les matins, je me levais à 5 heures, avant l'école, pour aider à préparer les viennoiseries. L'odeur du pain chaud et du café était ma seule récompense. Je faisais ça pour une raison, je voulais m'acheter un scooter d'occasion. Je rêvais de liberté, de pouvoir m'échapper de cette maison silencieuse. J'avais économisé méthodiquement, chaque pièce, chaque petit billet. J'avais presque atteint mon objectif. 1000 €. Une fortune absolue pour moi. Je gardais l'argent dans une vieille boîte en fer blanc, cachée sous une pile de pulls dans mon armoire. Un après-midi, ma mère est entrée dans ma chambre. Elle n'a jamais frappé. Jamais. Garance, dit-elle, d'une voix tendue que je connaissais trop bien. C'était sa voix, problème. Je me suis assise sur mon lit. Qu'y a-t-il,
C'est Ophélie. Bien sûr, c'était toujours Ophélie. Ma sœur avait 14 ans et venait de se découvrir une passion dévorante pour la couture. Elle a besoin d'une nouvelle machine à coudre. Je savais ce que cela signifiait. Il ne s'agissait pas d'une simple machine. Son professeur dit qu'elle est incroyablement douée, a continué Béatrice, en faisant les 100 pas dans ma petite chambre. Mais sa machine actuelle, elle la limite. Elle a besoin d'une machine professionnelle. Une surjeteuse. Son regard a balayé la pièce. Il s'est arrêté une fraction de seconde sur mon armoire. Mon estomac s'est noué. Elle savait. Je ne sais pas comment, mais elle savait. Nous avons un problème de trésorerie ce mois-ci, avec les impôts. Je n'ai rien dit. J'attendais la sentence. Elle s'est assise à côté de moi. Sa voix est devenue douce, mielleuse. C'était encore pire. Garance, c'est pour la famille. Le potentiel de ta sœur est illimité. Nous ne pouvons pas la freiner à cause d'un simple problème d'argent, n'est-ce pas? Son avenir, c'est l'avenir de toute la famille. L'avenir de la famille. Pas le mien. Celui d'Ophélie. Mes mains tremblaient. Je me suis levée, j'ai ouvert l'armoire, j'ai sorti la boîte en fer blanc. Je l'ai ouverte. Les billets étaient là, bien rangés. Le fruit de mois de Levers à l'aube. Mon scooter. Ma liberté. Je lui ai tendu la boîte. Oh, merci chérie, a-t-elle dit, comme si je venais de lui passer le sel. Tu es une fille si raisonnable. Elle a pris la boîte et est partie. 1000 euros. Disparu. 2 mois plus tard, Ophélie a terminé sa première vraie robe avec sa nouvelle machine. Mes parents ont organisé une petite fête. Un vernissage pour Ophélie. Ils ont invité des amis, des voisins. Tout le monde s'extasiait devant la robe. Ophélie rayonnait, acceptant les compliments. Moi? J'étais celle qui servait les petits fours que j'avais aidé à préparer à la boulangerie. J'étais celle qui rechargeait les verres. Et plus tard dans la soirée, j'étais celle qui faisait la vaisselle, seule dans la cuisine, écoutant les rires étouffés dans le salon. Pas un seul « merci ». Pas une seule mention de l'origine de l'argent. Mes 1000 euros, mon scooter, ma liberté, tout cela s'était évaporé et transformé en applaudissements pour ma sœur. Ce fut ma première grande leçon. Mon argent n'était pas à moi. C'était le carburant pour les rêves d'Ophélie. Ma praticité avait trouvé sa fonction, j'étais devenue la trésorière de son art. Et ce n'était que le début. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque nous sommes entrés à l'université. J'ai réussi mes examens d'entrée et je suis allée à l'université Lyon 2, en faculté d'économie. Une université publique, solide, abordable. J'ai pris un petit studio d'étudiante et j'ai immédiatement trouvé 2 emplois pour couvrir mes frais de scolarité, mon loyer et ma nourriture. Je donnais des cours particuliers de mathématiques à des lycéens les après-midi, et je servais dans un bar du Vieux-Lyon 3 soirs par semaine. J'étais épuisée, mais j'étais libre. Ou du moins, je le croyais. 2 ans plus tard, Ophélie, alors âgée de 21 ans, a été acceptée dans une prestigieuse école de mode privée à Paris. Une de ces écoles dont les frais de scolarité annuels équivalaient à 3 ans de mon budget total. Mes parents ont réagi comme si elle venait de décrocher la lune. C'était une fête à la maison. Ils étaient si fiers. Pour financer la première année, ils ont hypothéqué la maison familiale à Lyon. C'est un investissement, n'arrêtait pas de dire mon père, Arnaud. Ophélie va devenir un grand nom. L'hypothèque couvrait à peine la première année. Et Paris est une ville impitoyable. Le coût de la vie, le prix des tissus, le matériel de dessin, le loyer d'une chambre de bonne minuscule, tout était exorbitant. Et c'est là que les appels ont commencé. Le premier appel est venu de ma mère. Garance, chérie? Comment vas-tu? Sa voix était enjouée. Je me suis méfiée immédiatement. Écoute, Ophélie a un projet incroyable ce semestre. Elle doit travailler avec de la soie véritable. Tu sais ce que c'est? Je savais. Combien? Ai-je demandé, fatiguée, assise à mon bureau sous une pile de livres d'économie. Juste un petit coup de pouce. Peut-être 200 euros?
Juste pour les tissus. J'ai regardé mon propre compte en banque. J'étais à découvert. J'allais devoir manger des nouilles instantanées pendant 2 semaines. Mais j'ai dit, d'accord. Chaque virement était un petit morceau de mon âme qui partait. 200 € par-ci. 150 par-là pour frais de matériel. 300 pour une contribution à son loyer parisien. J'étais devenu leur plan de secours financier. Le pire, c'était la justification. Une fois, j'ai osé protester. J'étais malade, j'avais manqué 3 jours de travail au bar, et j'étais vraiment à sec. Maman, je ne peux pas ce mois-ci. Je n'ai tout simplement pas l'argent. Il y a eu un long silence. Puis ce n'est pas ma mère qui a répondu, mais mon père. Il avait pris l'autre combiné. Sa voix était lourde de déception. Garance. Ta mère est très déçue. Pas inquiète pour moi. Déçue. Ta sœur est à Paris, elle se bat pour faire honneur à cette famille. Elle va apporter un nom, un prestige. Toi, tu fais de la comptabilité. C'est bien, c'est stable. Mais ce n'est pas la même chose. Ton sacrifice est nécessaire pour le bien de tous. Nous devons tous faire notre part. Je dois m'arrêter une seconde. C'est épuisant, n'est-ce pas? Ce sentiment constant d'être invisible, sauf quand il s'agit de payer. Le sentiment de n'être qu'un chéquier sur pattes pour sa propre famille. Si vous avez déjà ressenti ça, si vous avez déjà eu l'impression que votre valeur se mesurait uniquement à ce que vous pouviez donner, sachez que je vous comprends. Si vous étiez à ma place, à ce moment-là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous continué à payer? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. J'ai raccroché le téléphone. Ton sacrifice est nécessaire. Ma part était de financer. La part d'Ophélie était de briller. Je n'étais pas une fille. J'étais leur budget de secours. J'ai pleuré cette nuit-là. Des larmes de rage et d'impuissance. Mais le lendemain, j'ai fait un virement. J'ai mangé des pâtes au beurre pendant tout le mois. Parce qu'au fond de moi, j'avais encore cet espoir stupide. L'espoir que si je donnais assez, si je me sacrifiais assez, un jour, il finirait par me voir. Il finirait par dire, merci, Garance. Sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Cet espoir m'aveuglait. Je ne voyais pas que chaque euro que j'envoyais ne faisait que renforcer mon rôle d'invisible. J'étais en train de payer pour ma propre servitude. Et c'est cet espoir, cette addiction à une reconnaissance qui ne viendrait jamais, qui m'a conduite tout droit à la pire des trahisons. Une trahison non seulement de mes parents, mais aussi de ma propre sœur. À 25 ans, j'ai réussi quelque chose d'extraordinaire. J'ai été acceptée dans le programme MBA d'une des plus prestigieuses grandes écoles de commerce de Lyon. C'était un programme de 2 ans, incroyablement compétitif. J'avais même obtenu une bourse partielle, ce qui était un miracle. Mais le partiel signifiait que je devais encore trouver une somme colossale pour payer le reste des frais de scolarité, sans parler de mes frais de vie. J'ai dû réorganiser toute ma vie. J'ai gardé mon travail de serveuse les week-ends, j'ai doublé mes heures de tutorat et j'ai trouvé un 3e emploi, assistante de recherche à temps partiel pour un de mes anciens professeurs. Je dormais 4 heures par nuit. J'étais une machine. Mais j'étais fière. C'était mon accomplissement. J'ai appelé à la maison pour annoncer la nouvelle. J'étais tellement excitée, ma voix tremblait. Maman! J'ai été acceptée. Je vais faire un MBA. Silence à l'autre bout du fil. Puis, un MBA. Ah, bien. Sa voix était plate, sans émotion. Au moins, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Tu seras enfin stable. Pas de félicitations. Pas de nous sommes fiers de toi. Juste un commentaire sur l'argent. Comme toujours. Puis, immédiatement, elle a changé de sujet. Son ton est devenu urgent. Écoute, Garance, puisque tu parles d'argent. J'allais t'appeler. Ophélie a un problème. Mon cœur, qui battait la chamade de fierté, s'est instantanément glacé. Quoi encore? Elle a une opportunité incroyable. Un défilé pour les étudiants de fin d'année. C'est le défilé qui peut lancer sa carrière.
Les recruteurs des grandes maisons seront là. Mais elle doit créer une collection capsule complète. Elle a besoin de matériaux très haut de gamme. Du cuir, de la dentelle de Calais. Maman, je ne peux pas. Je viens de te dire, je dois payer mon école. Garance, ne commence pas, sa voix est devenue dure. C'est la chance de sa vie. Tu ne vas pas lui gâcher ça, n'est-ce pas? Elle m'a donné un chiffre. Un chiffre qui correspondait presque exactement à la somme que j'avais réussi à mettre de côté pour le dépôt de garantie de mon nouvel appartement, plus proche de ma nouvelle école. C'était l'argent de mon 3e emploi. J'ai hésité. Pour la première fois, j'ai vraiment hésité. Je dois réfléchir. J'ai raccroché, les mains moites. J'étais tiraillée. La culpabilité me rongeait. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas ma mère. C'était Ophélie. Sa voix était douce, presque enfantine. Garance? Ma petite sœur. Salut Ophélie. J'ai appris pour ton MBA. Félicitations, c'est génial. Mon cœur a eu un soubresaut. Une véritable félicitation. Oh, merci, Ophélie. Ça veut dire que tu dois gagner beaucoup d'argent maintenant, non? Le froid est revenu, plus intense. J'ai compris. C'était un piège. Écoute, CH, elle a continué, utilisant un ton mielleux que je détestais, maman t'a parlé de mon défilé. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est ma vie. Tu comprends? Tu as toujours été si doué pour les chiffres et l'argent, moi, je n'ai que mon article. J'ai vraiment besoin de cet argent. C'est la collection qui va tout changer pour moi. Ma gorge s'est serrée. Ce n'était pas de l'ignorance. Ce n'était pas de l'insouciance. Elle savait. Elle savait que je venais d'accomplir quelque chose d'énorme, elle savait que j'étais financièrement à la limite, et elle utilisait ma réussite non pas comme une raison de célébrer, mais comme la preuve que j'avais plus d'argent à donner. Elle n'était pas innocente. Elle était complice. J'ai regardé le relevé de mon compte. J'ai regardé la lettre d'acceptation de mon MBA. J'ai pensé à mon rêve d'un appartement décent. Et puis, comme une idiote, comme une toxicomane en manque de la moindre approbation, j'ai dit, je vais voir ce que je peux faire. J'ai transféré l'argent. J'ai payé pour sa collection capsule. J'ai dû garder mon vieil appartement minuscule, celui qui était à 1 heure de transport de ma nouvelle école. J'ai ajouté 2 heures de trajet à mes journées déjà infernales. Pendant que je courais entre 3 emplois et un MBA exigeant, Ophélie postait des photos d'elle à Paris, souriante, entourée de tissus somptueux. Mon argent. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. La rage froide qui montait en moi était un carburant. J'allais réussir ce MBA. J'allais devenir si brillante, si riche, si incontournable qu'il ne pourrait plus m'ignorer. J'organiserais ce dîner de remise de diplôme. Je louerais le plus beau restaurant. J'inviterais mon patron, mes professeurs. Je les placerais devant le fait accompli de ma réussite. Je les forcerais à admettre ma valeur. Je ne savais pas que je ne faisais que préparer la scène pour ma propre exécution publique. Nous revoilà donc au Phare de Lyon. 27 ans. Le diplôme en poche. La salle privée est somptueuse. L'ambiance, au début, est étonnamment légère. Mes parents jouent leur rôle à la perfection. Ils sont les parents fiers. Mon père, Arnaud, discute expert comptable avec mon patron, Monsieur Vasseur. Ma mère, Béatrice, complimente ma professeure, Madame Lefebvre, sur son collier. Ophélie, elle, est magnifique dans une robe qu'elle a créée probablement avec mon argent. Monsieur Vasseur lève son verre. À Garance. En 6 mois de stage, elle a déjà restructuré notre portefeuille client. Elle a un esprit stratégique rare. L'école vous a bien formé, mais c'est un talent inné. Je rougis. C'est plus de reconnaissance que je n'en ai reçu en 27 ans de ma propre famille. Je jette un regard vers ma mère. Elle sourit. Un vrai sourire? Je n'en suis pas sûre. Mais je suis tellement désespérée d'y croire. L'espoir, cette vieille addiction, me murmure à l'oreille, tu vois? Cette fois, c'est différent.
Tu as gagné. Puis vient l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Madame Lefebvre, ma professeure de gestion, une femme douce et bienveillante, se tourne vers mes parents. Ses yeux brillent d'une admiration sincère. Madame Béatrice, Monsieur Arnaud, dit-elle. Vous devez être incroyablement fiers de Garance. Réussir ce MBA tout en travaillant autant, c'est exceptionnel. Son éthique de travail est irréprochable. Vous avez élevé une femme remarquable. Un silence. Pas un long silence, juste une seconde de trop. Le sourire de ma mère s'est figé. Il ne s'est pas effacé, il s'est durci. C'est devenu un masque de politesse. Oh, bien sûr, dit-elle d'un petit rire léger, comme le tintement d'un glaçon. Nous sommes fiers de nos deux filles. Évidemment. Elle prend une gorgée de champagne. Elle pose sa coupe. Puis elle ajoute, comme si elle partageait un fait universel. Mais Ophélie. Le nom est lâché. Il plane dans l'air. Ophélie, elle, poursuit l'art. Elle crée la beauté. Elle rend le monde plus beau. Et ça, elle balaie la table d'un regard satisfait, c'est ce qui compte vraiment, n'est-ce pas? Rendre le monde plus beau. La chaleur a quitté la pièce. Madame Lefebvre semble confuse. Monsieur Vasseur fronce les sourcils. Mon père, Arnaud, sentant que sa femme a marqué un point, se sent obligé de surenchérir. Il se tourne vers Monsieur Vasseur, d'homme à homme, comme pour expliquer une évidence. Exactement. Un MBA, c'est très bien. C'est concret. C'est pour maximiser les profits, gérer des chiffres. Il fait un geste dédaigneux de la main. Mais la mode? L'art? C'est un héritage. C'est une mission. Ce n'est pas le même niveau d'accomplissement. Une mission. Un héritage. Maximiser les profits. Chaque mot est un coup de poignard. Toutes ces années à manger des nouilles instantanées. Tous ces matins à la boulangerie. Ces nuits blanches à jongler entre 3 emplois. La trahison d'Ophélie. Tout cela, pour financer leur mission, leur héritage. Et maintenant, dans la salle même que j'ai payée avec l'argent de mon travail ennuyeux, il dévalue cet accomplissement. Il le qualifie de secondaire. L'espoir en moi n'est pas mort doucement. Il a été assassiné. La rage, froide et pure, a commencé à monter. La fille de 10 ans avec son trophée sous le lit. L'adolescente de 16 ans regardant sa boîte en fer blanc disparaître. L'étudiante de 25 ans trahie par sa propre sœur. Toutes ces versions de moi se sont levées en même temps. J'ai posé ma fourchette. Le petit bruit du métal sur la porcelaine fine a résonné comme un coup de feu dans le silence soudain. Je me suis levée. Mon addiction à leur approbation venait de mourir. Et la personne qui se tenait là était enfin sobre. Tout le monde me regardait. Le silence était absolu. Une mission? Ma voix a tremblé, mais pas de peur. De rage. Une rage contenue depuis 27 ans. C'est ce que vous avez dit, papa? Une mission? Mon père, surpris par mon interruption, a froncé les sourcils. Garance, assieds-toi. Tu fais une scène. Non. Ma voix s'est raffermie. Elle est devenue froide. Parlons de cette mission. Parlons de l'art d'Ophélie. Je me suis tournée vers ma sœur, qui semblait soudain vouloir fusionner avec sa chaise. Elle était livide. Qui a payé pour cette mission ces 2 dernières années, hein? Mes parents m'ont dévisagé, choqué. Qui a payé pour l'école privée à Paris? J'ai continué, ma voix montant d'un cran. Qui a payé pour la machine à coudre professionnelle à 1 000 € quand j'avais 16 ans? Qui a payé pour la soie, le cuir, la dentelle de Calais? Je n'attendais pas de réponse. C'était une déclaration. C'est moi. J'ai presque crié. C'est moi, avec mon travail ennuyeux. C'est moi, avec mes chiffres et mes profits. J'ai financé cette mission avec mon sang et ma sueur pendant que vous me traitiez comme un distributeur automatique. Je me suis tournée vers Ophélie. Même toi. Tu m'as appelé. Tu savais que j'étais en difficulté pour payer mon propre MBA, et tu as quand même pris mon argent. Vous m'avez tous utilisé. Garance.
Ça suffit. Mon père s'est levé d'un coup, son visage rouge de colère. Pas de honte. De colère. Tu es une enfant ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu nous fais honte. Vous faire honte? J'ai eu un rire sec, sans joie. Vous ne savez pas ce qu'est la honte. C'est là que ma mère s'est levée. Lentement. Elle n'a pas crié. Son visage était un masque de glace. Toute politesse avait disparu. Elle m'a regardé avec un dégoût pur, un dégoût que je n'avais jamais vu aussi clairement. Elle s'est approchée de la table. Sa voix était claire, précise, et elle portait dans toute la salle. Elle a dit la vérité. Sa vérité. Tu nous as fait honte. Tu as toujours été une déception. Nous souhaitons que tu ne sois jamais né. La voilà. La phrase. La bombe atomique. L'air a été aspiré de la pièce. Mes professeurs ont baissé les yeux, horrifiés. Monsieur Vasseur avait l'air absolument consterné, regardant mes parents comme s'ils étaient des monstres. Mais moi, la rage a disparu. La douleur a disparu. Tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. La bataille était terminée. J'avais passé 27 ans à essayer de gagner une guerre qui était perdue d'avance. L'ennemi venait d'annoncer ses conditions, ma non-existence. Je me suis redressée. J'ai cessé de trembler. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Puis mon père. Puis ma sœur. Alors, ai-je dit, d'une voix calme, si calme que c'en était terrifiant. Considérez votre souhait comme exaucé. Ils m'ont regardé, ne comprenant pas. J'ai pris une profonde inspiration. C'était l'ère de ma nouvelle vie. Considérez-moi comme si je n'avais jamais existé. Ma voix était forte, claire, et portait l'autorité de ma libération. Vivez vos vies. Vivez votre vie parfaite avec votre fille parfaite. Mais vivez-la comme s'il n'y avait jamais eu de fille nommée Garance. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon sac. Je me suis retournée, sans un regard pour mes professeurs ou mon patron. Je ne pouvais pas supporter de voir leur pitié. Je suis sortie du restaurant. J'ai marché la tête haute. J'ai traversé le lobby luxueux, et l'air frais de la nuit lyonnaise m'a frappé le visage comme une renaissance. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. Un message de ma mère. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas de la panique. C'était, tu as tout gâché. Tu nous as embarrassés devant ton patron. N'espère même pas que nous te pardonnions un jour. J'ai lu le message. Et j'ai ri. Un vrai rire, cette fois. J'ai regardé le nom « Maman » sur l'écran. J'ai cliqué sur « Options ». J'ai cliqué sur « Bloquer ce contact ». Puis j'ai fait défiler. Papa. Bloqué. Ophélie. Bloqué. Le lendemain matin, j'ai commencé le grand nettoyage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je me suis réveillée le lendemain matin dans mon petit studio. Le soleil filtrait à travers les rideaux. D'habitude, je me réveillais avec une angoisse sourde, la liste des choses à faire, des quarts de travail à assurer, de l'argent à gagner. Mais ce matin-là, pour la première fois de ma vie, le silence de mon appartement n'était pas synonyme de solitude. C'était synonyme d'espace. C'était à moi. Je me suis fait un café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon compte bancaire. Mon cœur battait un peu plus vite. C'était le moment de vérité. Ce n'était pas juste une explosion de colère dans un restaurant. C'était un acte de séparation. Conscient. Froid. J'ai cliqué sur l'onglet « Virement ». La liste est apparue. Le journal de bord de ma servitude. Virement automatique, Ophélie, frais de projet. 300 €. Le 5 de chaque mois. Virement automatique, Arnaud, aide au logement. 200 €. Le 1 de chaque mois. Mon doigt a survolé le premier. J'ai pensé à la robe d'Ophélie.
J'ai pensé à son appel complice. J'ai cliqué. Annuler ce virement récurrent. Une boîte de dialogue est apparue. Êtes-vous sûr? J'ai expiré. Confirmé. La ligne a disparu. Je suis passé à la suivante. Arnaud, aide au logement. L'argent qui, je le savais, servait à couvrir l'hypothèque qu'ils avaient prise pour Ophélie. Annulé. Confirmé. Une par une, j'ai démantelé les perfusions financières qui maintenaient leur monde à flot, aux dépens du mien. Mes mains ne tremblaient pas. C'était une opération chirurgicale. J'enlevais la tumeur. Quand j'ai eu terminé, la page affichait « Vous n'avez aucun virement programmé ». J'ai fermé l'ordinateur. J'ai bu mon café. Il n'avait jamais eu aussi bon goût. Une semaine plus tard, je déménageais. Je ne supportais plus mon ancien quartier, plein de fantômes de mes allers-retours épuisants. J'ai trouvé un petit appartement charmant sur les pentes de la Croix-Rousse. Un quartier avec une âme, des artistes, des petites boutiques. Un endroit où personne de ma famille ne mettrait jamais les pieds, c'était trop bohème pour eux. Il avait un petit balcon qui donnait sur un jardin intérieur. Il était calme. Le premier mois de salaire de mon nouveau travail, mon premier salaire complet qui était entièrement à moi est arrivé. J'ai payé mon loyer. J'ai rempli mon frigo. Et puis j'ai fait quelque chose de complètement fou. En me promenant dans une petite galerie de la Croix-Rousse, j'ai vu une petite aquarelle. C'était une peinture simple des toits de Lyon sous la pluie. Elle n'avait aucune utilité. Elle n'était pas un investissement. Elle était juste belle. Je suis entrée. Je l'ai achetée. 100 €. C'était la première chose que j'achetais de ma vie, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je la voulais. C'était les 100 premiers euros que je dépensais pour la beauté de ma propre vie. Je l'ai accrochée en face de mon lit. C'était la preuve que j'existais. J'ai plongé à corps perdu dans mon travail. Libérée du poids financier et émotionnel, j'étais une nouvelle personne. J'étais audacieuse. J'étais créative. Monsieur Vasseur, qui n'a jamais mentionné le dîner, par pure élégance, m'a donné de plus en plus de responsabilités. J'ai proposé une stratégie marketing non conventionnelle pour un nouveau client. Il m'a donné le feu vert. Ce fut un succès retentissant. C'est incroyable ce qui se passe lorsque vous vous choisissez enfin, n'est-ce pas? On se sent plus léger. On respire différemment. Si vous êtes toujours avec moi, merci. Votre soutien compte énormément. La meilleure partie de l'histoire, la confrontation finale, celle que vous attendez tous arrive bientôt. Ma vie a pris un nouveau rythme. Le travail était intense, mais gratifiant. Les week-ends, j'explorais mon nouveau quartier. Et puis, j'ai rencontré Julien. Enfin, rencontrer est un grand mot. Je l'ai revu. C'était un vieil ami de ma première année d'université, quelqu'un avec qui j'avais perdu contact en m'enfermant dans ma prison de travail. Il tenait une petite librairie indépendante à quelques rues de chez moi. Il était chaleureux. Il était simple. Il m'a écouté. Quand je lui ai raconté, en version courte, mon histoire, il n'a pas eu l'air horrifié. Il a juste dit, « Tu mérites d'être heureuse, Garance. » La vie était calme. Paisible. J'avais un travail que j'aimais, un endroit que j'adorais, un ami qui me voyait vraiment. J'ai commencé à croire que le cauchemar était enfin terminé. Et puis, 3 mois après le dîner, un samedi après-midi, on a frappé à ma porte. Mon cœur s'est arrêté. Je n'attendais personne. Julien était à sa librairie. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'à la porte et j'ai regardé à travers le judas. Mon sang s'est glacé. C'était eux. Béatrice et Arnaud. Sur mon paillasson. Dans mon immeuble de la Croix-Rousse. Ils avaient l'air déplacés. Mal à l'aise. Et fatigués. Ils avaient l'air plus vieux. Ma première impulsion a été de ne pas bouger. De faire la morte. Puis la colère est montée. Non. Plus jamais. C'est ma maison. J'ai pris une grande inspiration, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte. Je ne l'ai pas ouverte en grand. Je l'ai juste entr'ouverte, et je me suis tenue dans l'encadrement,
bloquant physiquement le passage. Bonjour, ai-je dit. Ma voix était froide, polie. Professionnelle. Je peux vous aider? Ils ont semblé surpris par mon ton. Ils s'attendaient peut-être à des larmes, à des cris. Garance, a commencé mon père, Arnaud. Il n'y a eu aucune excuse. Aucun, comment vas-tu? Il est allé droit au but. Nous avons un problème. J'ai attendu. C'est Ophélie. Bien sûr. Elle a des ennuis. De gros ennuis. Il semblait avoir du mal à parler. C'était ma mère qui a pris le relais, sa voix aiguë et agacée. Depuis que tu as arrêté, elle n'a même pas pu dire, couper les virements, les choses ont été difficiles. Ophélie a dû utiliser les cartes de crédit. Les nôtres. Pour ses matériaux. Elle a pris une inspiration. Elle est endettée. Nous sommes endettés. L'école menace de la renvoyer si nous ne payons pas les frais du prochain semestre avant la fin du mois. Je les ai regardés. Ils étaient venus me voir, après 3 mois de silence total. Non pas pour s'excuser. Non pas pour savoir si leur fille unique était vivante ou morte. Ils étaient venus pour l'argent. Le distributeur automatique était en panne, alors ils venaient le secouer. J'ai savouré le silence une seconde. J'ai regardé ma mère, puis mon père. Non, ai-je dit. Juste un mot. Mon père a cligné des yeux. Quoi? J'ai dit, non. Le visage de ma mère est devenu rouge brique. Non. Qu'est-ce que tu veux dire, non? C'est ta sœur. C'est ta famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Ma famille? J'ai presque ri. C'était un son sec, sans joie. C'est drôle. La dernière fois que nous avons parlé de famille, maman, tu m'as dit que tu souhaitais que je ne sois jamais née. J'étais en colère, a-t-elle crié. Non, ai-je répondu calmement. Tu étais honnête. Pour la première fois de ta vie, tu as été parfaitement honnête avec moi. Et je t'ai cru. Je les ai regardés tous les deux. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Je vis ma vie comme si je n'avais jamais existé pour vous. J'ai arrêté de payer. Et maintenant, comme par magie, la famille réapparaît à ma porte. J'ai fait un pas en arrière, prête à fermer la porte. Vous n'êtes pas venu ici pour votre fille. Vous êtes venu ici parce que votre distributeur automatique est en panne. Garance, a supplié mon père, voyant la porte se fermer. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Cette phrase. La phrase de trop. Tout ce que vous avez fait pour moi? Ma voix est devenue tranchante comme l'acier. Tout ce que vous avez fait pour moi, c'est m'apprendre que votre amour avait un prix. Un prix que je devais payer en euros, chaque mois. Je les ai regardés une dernière fois. Leur visage défait, mélange de rage et d'incrédulité. Eh bien, la banque est fermée. Je n'ai plus les moyens de me payer votre amour. Maintenant, s'il vous plaît, partez. J'ai fermé la porte. J'ai entendu ma mère crier dans le couloir. Des insultes. Des menaces. J'ai tourné le verrou. Le son est devenu étouffé, puis a disparu. Je me suis appuyé contre la porte, le cœur battant à tout rompre. Mais je souriais. Le jeu était terminé. J'avais gagné. 1 an s'est écoulé depuis ce jour. 1 an depuis le dîner au Phare de Lyon. Ma vie n'a rien d'un conte de fées hollywoodien. Je ne suis pas devenu millionnaire. Je n'ai pas fait la couverture d'un magazine. Mais ma vie est réelle. Et elle est à moi. Julien, le propriétaire de la librairie, et moi, nous avons emménagé ensemble. Notre appartement de la Croix-Rousse n'est pas grand, mais il est rempli de vie. Il y a des livres qui débordent des étagères, des plantes vertes partout, et mon aquarelle des toits de Lyon est accrochée fièrement dans le salon. Je travaille toujours chez Monsieur Vasseur. J'ai été promu. Je suis maintenant chef de projet. J'ai une équipe. J'aime mon travail. Mon salaire sert à payer mon loyer, à acheter de bons produits au marché, à partir en week-end en Italie, et parfois, à aider Julien à commander des livres rares pour sa boutique. C'est mon argent. Je décide. Et eux?
je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes. J'ai entendu, par un cousin éloigné lors d'un enterrement, ce qui s'était passé. Ophélie a dû quitter son école à Paris. La bulle de crédit a éclaté. Apparemment, elle travaille maintenant dans la boutique de décoration de ma mère à Lyon. Elle trie les stocks. Quand j'ai appris la nouvelle, je m'attendais à ressentir de la joie, de la schadenfreude, un sentiment de victoire. Mais je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni colère, ni pitié. Rien. C'est là que j'ai su que j'étais vraiment libre. Ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. Leur vie, leurs problèmes, leurs dettes, ce n'était plus mon fardeau. Ce soir, un an jour pour jour après le dîner, je suis sur mon petit balcon. Je bois un verre de vin. Ce n'est pas du champagne millésimé. C'est un simple Côtes-du-Rhône. Mais il a le goût de la liberté. À l'intérieur, j'entends Julien qui prépare le dîner en riant à quelque chose à la radio. Plus tard, des amis vont passer pour une simple soirée jeu de société. Ce n'est pas un restaurant chic. Il n'y a pas de vue sur la ville. Mais c'est chez moi. Je regarde les lumières du quartier. Je pense à la fille que j'étais il y a un an. Cette garance désespérée, affamée d'une miette d'approbation, prête à tout payer pour un « bravo » qui n'est jamais venu. Je me suis rendu compte que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son utilité pour les autres. Ma valeur n'était pas dans mon compte en banque, ni dans ma capacité à résoudre les problèmes des autres. Ma valeur est simplement d'exister. J'ai réalisé que la famille, la vraie famille, ce n'est pas forcément celle de votre sang. Parfois, la famille que vous vous créez vaut bien plus. La vraie famille, ce sont les gens qui vous voient. Ceux qui respectent vos noms. Ceux qui célèbrent vos victoires sans vous présenter la facture. Ceux qui vous aiment, non pas parce que vous êtes utile, mais simplement parce que vous êtes vous. Il m'a fallu 27 ans et un dîner désastreux pour le comprendre. Mais ce soir, entouré de mes livres, de mes plantes, et de l'amour de Julien, je sais enfin que j'ai trouvé ma famille. Mon histoire a été un long et douloureux voyage, mais il m'a finalement libérée. Maintenant, je veux vous entendre. Est-ce que cette histoire résonne en vous? Avez-vous déjà dû fixer des limites douloureuses, même avec votre propre famille, pour sauver votre santé mentale ou financière? Avez-vous déjà eu l'impression d'être le donneur invisible, celui ou celle qui soutient tout le monde sans jamais rien recevoir en retour? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires comptent. Lisons-les et soutenons-nous les uns les autres. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Merci infiniment de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.